Ce soir, pour notre 43e conversation céramique, en ma qualité de vice-présidente des Amis du Musée de Sèvres, je suis heureuse d'accueillir Young-Song Zheng. Alors, notre invité prépare une thèse consacrée au blanc de Chine des Wan au Qing, présent dans les collections muséales françaises, et ceci donc sous la direction d'Antoine Gournay, professeur d'art et d'archéologie de l'Extrême-Orient à l'université Paris-Sorbonne. Alors, le titre de son intervention de ce soir est donc Blanc d'étoile, porcelaine de Dewa, d'Eming au Qing, donc qui reprend celui de l'ouvrage bilingue français-chinois paru sous sa direction aux éditions Liénard en 2022. Et ce livre d'ailleurs a reçu le prix Bernard Palissy décerné par l'Association des spécialistes de la céramique de collection et l'Association pour l'étude de la céramique à l'occasion du 16e parcours de la céramique des arts du feu et des arts du feu en septembre. Rappelons que Yong Song avait déjà organisé une exposition sur le sujet qu'il avait intitulée Blanc de Chine entre tradition et modernité. Et ça, c'était à la galerie 16-18 à Paris en 2019. Alors, en somme, nous sommes ce soir en présence du meilleur spécialiste en France et probablement en Occident des blancs de Chine, donc fameuse porcelaine originaire de Dewa, au Fujian, province côtière du sud-est de la Chine. Alors, Yongsong, qui est-il? Il est originaire de Xiamen, la ville côtière du sud de la Chine, et il est arrivé en France en 2016 et il a commencé ses études d'histoire de l'art à la Sorbonne. De 2019 à 2023, notre intervenant a occupé le poste de chargé d'études et de recherche à l'Institut national d'histoire de l'art. Et à ce titre, il a participé à la constitution de bases de données, notamment celle intitulée Le monde en musée, cartographie des collections d'objets d'Afrique et d'Océanie en France. Donc sous la direction de Madame Claire Bosc-Thiessé, ainsi que celle intitulée Collectionneur, collecteur et marchand d'art asiatique en France 1700-1939, donc supervisée par Madame Juliette Tray. Et depuis cette année, il est chargé de TD à l'École du Louvre, section archéologie et histoire de l'art, Chine-Japon. Alors, je laisse la parole à Yong Song, qui va retracer donc l'histoire de cette production de céramique de Dewa, tirant parti donc d'un savoir-faire ancestral, de l'excellente blancheur de l'argile locale et des fameux fours à dragons locaux. Alors, leur étude permet de mieux comprendre leur imitation occidentale dans des centres porcelainiers comme Meissen, Sèvres aussi, à l'exemple du fameux service réticulé chinois produit dès 1832, retracé par Antoine Delbis dans l'ouvrage que j'ai évoqué ci-dessus. Merci Yong Song, à toi. Merci encore. Merci beaucoup à Catherine pour cette chaleureuse introduction. Et mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux. Je veux en premier lieu adresser tous mes remerciements à la Société des Amis de Sèvres qui m'a invité à cet événement exceptionnel. Et je suis très honoré de pouvoir partager ce moment avec vous et de vous présenter notre ouvrage collectif intitulé Blanc d'étoile, porcelaine de Dewa Deming au Qing. Sans plus retarder, je vais partager mon écran là. Euh, oui, du coup, en fait, cet ouvrage qui comprend 130 illustrations a été publié en octobre 2022. Il s'agit d'une publication bilingue français-chinois élaborée par des chercheurs français, italiens et chinois souhaitant offrir une diversité inédite de points de vue comme Catherine l'a introduite au début. Chaque œuvre a été étudiée sous plusieurs aspects iconographiques, typologiques et techniques.
L'ensemble du catalogue offrira, on espère, comme un dictionnaire, des points de repère aux amateurs. Si cet ouvrage est intitulé Boulon d'étoiles, porcelaine de Dewa des Ming au Qing, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la porcelaine de Dewa, que les Français ont désigné boulon de Chine au XIXe siècle, se caractérise par sa blancheur et sa translucidité extrême. À la lumière du soleil, la pâte que l'on nomme pâte de riz glutineux laisse apparaître des étoiles. La pureté des matériaux de base et le processus de cuisson sont à l'origine de ces qualités exceptionnelles. Ensuite, les artisans de Dewa excellent dans la création des statuettes de divinités en porcelaine. Vous avez quelques exemples ici. Les habitants de la Chine ancienne croyaient que depuis le XVIIe siècle, la majorité de la porcelaine de Dewa a été exportée vers l'Europe. C'est en se guidant, entre autres, grâce aux étoiles que les marins parvenaient à destination. Cette porcelaine a non seulement contribué à l'histoire des échanges culturels et commerciaux, mais elle a aussi profondément influencé la fabrication de la porcelaine européenne. Dès qu'il a eu atteint l'Europe, le boulon de Chine est devenu une source d'inspiration pour la manufacture royale, comme celle de Meissen en Allemagne ou celle de Vincennes en France. Vous avez quelques exemples ici. De nos jours, la porcelaine de Dewa est représente dans de nombreux musées et collections, tant en Chine que dans le monde. On la rencontre ainsi au musée du Palais à Beijing, au musée Guimet, au musée des arts décoratifs à Paris, dans l'ancienne collection du roi de Bologne et prince de Saxe Auguste le Fort à Dresde en Allemagne, ainsi que dans de nombreuses collections publiques et privées. Au préalable, il peut être nécessaire de fournir quelques repères. Le premier concerne la situation géographique de Dewa. Comme vous pouvez le constater ici, Dewa est un comté ou un district situé dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine. Vous avez ici quelques photos du paysage de la ville, ce qui vous permettra d'avoir une idée plus précise de l'environnement dans lequel sont créées les porcelaines de Dewa. Le second repère concerne l'histoire de la fabrication de Dewa et sa production. Il faut signaler que les fours de Dewa ont une longue histoire de production de porcelaine et ont créé une gamme variée de produits en céramique. C'est là donc Qingbai, grès noir, bleu et blanc, 5 couleurs et d'autres types de polychromes. En réalité, la fabrication artisanale de porcelaine à Dewa s'est poursuivie sans interruption depuis le Xe siècle. Elle connaît aujourd'hui une renaissance grâce à des artistes qui perpétuent les thèmes traditionnels ou transcrivent leurs préoccupations artistiques actuelles grâce à ce matériau. Selon les récentes fouilles archéologiques, les fours de Liaotianjian, situés à la jonction des districts de Dewa et les districts de Yongchun, cuisent déjà du proto-céladon durant les dynasties Xia et Shang. C'est entre 2070 et 1046 avant notre ère. L'art de la fabrication de la porcelaine à Dewa a commencé sous la dynastie des Tang et s'est affiné sous les dynasties Song et Yuan. Il a atteint son apogée sous les dynasties Ming et Qing, puis a décliné à la fin de la dynastie Qing.
Enfin, il connaît une renaissance avec la réforme économique chinoise à partir de 1978 jusqu'à nos jours. En 2019, nous avons organisé une exposition à la galerie 16 Digit, située à proximité de l'hôtel Duo, dans le but de recréer l'environnement contemporain de création à Deroy, tout en mettant en lumière la spécificité de cette porcelaine, ainsi que ses perspectives de développement. Le troisième repère se réfère à la position des fours de Deroy dans l'histoire chinoise. Dans la Chine ancienne, les fours étaient classés comme civils ou officiels. Les fours de Deroy appartenaient plutôt à la première catégorie, mais des documents d'archives et des sources d'objets suggèrent que leur porcelaine de haute qualité a également été présentée à la cour impériale. Par exemple, un ballon de bois sculpté avec un édit impérial exposé dans un musée local témoignait de ce fait. Comme vous pouvez le voir sur cette photo ici, euh, l'édit stipule que l'empereur Qianlong de la dynastie des Qing a nommé un fonctionnaire pour superviser la production de porcelaine de Deroy afin de sélectionner les meilleures pièces et de les présenter à la cour. Certaines porcelaines de Deroy se trouvent également dans les inventaires du département de la maison impériale. Une partie d'entre elles est encore exposée aujourd'hui dans le grand hôtel boutique de la Cité interdite, comme vous pouvez voir ici sur cette figure. Donc, dans cette présentation, je vais tout d'abord expliquer les circonstances et les objectifs qui ont conduit à ce projet de publication. Par la suite, nous examinerons ensemble quelques pièces reproduites dans cet ouvrage afin de mettre en lumière certaines questions spécifiques qui persistent dans les études de porcelaine de Deroy. Le contenu principal de cet ouvrage repose sur la collection de Shuqinghe, qui fait désormais partie du musée d'art Shuqinghe. Ainsi, où se trouve ce musée qui est Shuqinghe et pourquoi cette collection doit-elle retenir notre attention? Ce projet a en fait pris naissance de manière fortuite lors d'une visite à Deroy. Permettez-moi de vous en faire un peu de récit. Durant l'été 2019, j'ai eu la chance d'être accompagné par Xu Xianzong, qui est un maître national de la céramique et créateur de l'œuvre papier, lors d'une visite au musée d'art Shuqinghe, guidé par son directeur Xu Youde. Il est le fils de Shuqinghe. Le musée d'art Shuqinghe a été fondé en 2011 par Shuqinghe, comme le monsieur vous voyez ici, un père de Xu Youde, et a ouvert ses portes au public en 2015. Ce musée a pour origine l'atelier du Jade, un premier institut privé de recherche sur la technique de la céramique de la province du Fujian, fondé par Xu Qinghe en 1986 à Deroy. Un personnage doté d'une connaissance encyclopédique dans le domaine de la céramique. Xu Qinghe est l'auteur de nombreuses réalisations. Dès l'âge de 15 ans, il a commencé à apprendre la technique de fabrication de la porcelaine auprès de Xu Qingming, un maître local de sculpture en porcelaine. Ensuite, il a travaillé en tant que technicien dans de nombreuses usines de céramique dans la province du Fujian, principalement comme responsable de l'innovation et du développement de la production. À la fin du XXe siècle,
il a développé avec succès de nouvelles formules de couvertes telles le blond du jade à teinte rosée. On ne voit pas très clairement sur les images pour la teinte. L'argile dont est faite la porcelaine de Dehuai est donc plus molle que celle de Jingdezhen. Il est extrêmement difficile de fabriquer une grande pièce de plus d'un mètre de haut. Néanmoins, aujourd'hui, sur la place centrale de la capitale porcelainière, qu'est Dehuai, s'élève une guanyin, déesse très populaire en Chine. Euh, une guanyin traversant la mer en porcelaine de 6,2 mètres de haut, pesant 6 tonnes, comme vous pouvez voir ici. Cette statue monumentale, très difficile à réaliser, a été créée par Zhu Qinghe entre 2007 et 2009. Je voudrais par ailleurs vous présenter une statuette qu'il a réalisée, véritablement impressionnante, comme l'a remarqué notre ami Claire Dellery, conservatrice au musée d'Imé, qui décrit cette œuvre comme un sentiment d'envol de la manière qu'il a traduit à sa manière dans les années 1970 dans sa statuette intitulée Le roi des singes. Tout en explorant la voie de l'innovation dans la céramique artisanale, Chou a également fait la collecte d'un grand nombre de porcelaines anciennes de Dehuai. Pour lui, ces pièces ne sont pas uniquement des biens culturels, elles témoignent aussi de la vitalité de la création artistique. Il acquit également de nombreuses porcelaines bleues et blondes, comme vous pouvez voir ici de Dehuai, ornées de riches motifs afin de fournir des modèles aux ouvriers des usines de céramique. Sa conception du patrimoine, de la préservation et de la réutilisation de ces objets culturels et historiques était très novatrice pour son époque. Malheureusement, Xu Jinghe est décédé subitement en 2012 et n'a pas eu la chance de voir la réalisation de son musée en 2015. Le musée conserve plus de 1000 pièces anciennes de Dehuai, en majorité des porcelaines blanches, mais également des bleus et blonds. Cette collection couvre la production d'une très large période, allant de la dynastie des Song jusqu'à la République de Chine, donc entre 960 et 1949 de notre ère. On y trouve des kundi, un récipient très populaire en Asie du Sud-Est sous les Song et les Yuan entre 1271 et 1368, et un brûle parfum dit de Marco Polo et des coupes à fleurs de Purunus appréciées par les lettrés chinois et les Européens. On peut aussi y admirer des statuettes religieuses réalisées par des maîtres anciens, He Chaozhong, Shu Xuejing, Xu Youyi et bien les autres. Cette importante collection est le fruit de près de 50 ans de collecte de Xu Jinghe. Les provenances des œuvres sont très diverses. Vente aux enchères, galeries d'antiquités, collections privées et étals populaires. Par sa richesse et sa qualité, la collection soutient la comparaison avec celle de n'importe quel musée d'envergure internationale. Le parcours de Xu Jinghe figure de l'histoire moderne de la porcelaine de Dehuai, témoignait quant à lui d'une trajectoire originale s'inspirant du passé pour offrir un nouvel avenir à l'industrie porcelainière de la ville. La collection de Xu Jinghe demeure très peu connue et le musée n'a pas encore publié de catalogue. C'est ce qui a motivé notre démarche.
En plus, ma thèse porte sur la porcelaine blanche de Deroy, sa présence dans les collections françaises, les modalités de sa production, sa diffusion et sa réception en Europe. Les résultats de mes recherches contribueront à fournir un panorama plus large et complet sur cette production. Et cet ouvrage m'a fourni justement une occasion d'examiner des objets, ce qui permet donc de compléter mes études doctorales. La bibliographie déjà existante sur les blancs de Chine est importante et comprend des catalogues de qualité, notamment les monographies blancs de Chine, Porcelain of Dehuai in Fuqing de Patrick Donnelly, publié en 1969. Blanc de Chine, Porcelain Blanc de Dehuai, édité par John Ayres et Currose, publié en 2002. Et aussi de grands volumes intitulés Collection de porcelaine de Dehuai du musée du Palais impérial, publié en 2016. Le présent ouvrage entend contribuer à la protection des biens culturels et au recensement des objets historiques que les scientifiques chinois appellent de leur vœu, tout en souhaitant y inclure les collections privées. Malgré leur importance, celles-ci sont précaires de par leur statut. Il est donc urgent de les répertorier. Nous avons ainsi sélectionné près de 80 objets représentatifs du musée d'art de Shuqinghe, majoritairement des blancs de Chine, mais aussi des bleus et blancs. Au cours de mes propres recherches, j'ai par ailleurs découvert que de nombreux musées et maisons de vente aux enchères attribuaient souvent au XVIIe et XVIIIe siècle des blancs de Chine, datant en réalité de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Ainsi, ce catalogue se concentre sur une sélection d'une vingtaine de blancs de Chine au long du XXe siècle, afin de permettre aux amateurs d'approfondir leur connaissance sur le style et les techniques de sculpture de la porcelaine de Dehuai de cette époque. Et compléter aussi les catalogues existants. Ce catalogue donne par ailleurs toute la place qu'elle mérite à la production des bleus et blancs de Dehuai, qui reste méconnue du public. En effet, un nombre d'articles rédigés par des experts chinois et offrant de nouvelles visions sur la porcelaine de Dehuai ne sont pas connus dans les siècles occidentaux. Afin de compléter ce manque, on a invité des chercheurs de différentes origines et traduire des études récentes de chercheurs chinois sur les blancs de Chine. Ainsi, l'article, pardon, ici c'est les bleus et blancs. Ainsi, l'article de Shun Yue, conservateur et chercheur au musée du Palais à Beijing, permet d'établir le lien entre la marque Shunjiang Shanren, visible sur une série des statuettes de Dehuai, et un homme de lettres connu sous le nom de Sun Chunyu, active à la seconde moitié du XVIIe siècle et dont la stèle funéraire a été retrouvée. L'archéologue Chen Lifang, qui est également directrice du musée de la céramique de Dehuai, essaie quant à elle de retracer l'histoire de la production et de la circulation des bleus et blancs de Dehuai en se basant sur des fouilles archéologiques des restes et sous-marines. Elle propose également une synthèse sur les techniques de production et les motifs caractéristiques de ce type de porcelaine. Par ailleurs, l'article sur un service réticulé chinois, pardon, rédigé par notre ami Antoine Dalbis, vous le connaissez très bien, révèle le contexte historique du coup soudain
pour cette porcelaine probablement produite à Deroy et ses imitations à la manufacture royale de Sèvres. Il nous fournit même une explication très éclairée. Celle-ci n'ayant jamais été apportée en Chine sur le procédé de la fabrication de cette coupe. Et je vous laisserai les découvrir. Voilà. Maintenant, je vous invite à examiner ensemble quelques pièces issues des fours de Deroy reproduites dans cet ouvrage. Le premier exemple est une coupe en forme de corne de rhinocéros, une forme classique de la porcelaine de Boulogne de Chine, est une production fréquente destinée aussi bien au marché intérieur qu'international. Ce type de coupe présente une parfois fortement évasée jusqu'à l'ouverture où les rebords prennent la forme d'un lotus. La paroi est décorée de scènes. D'une montre souvent de dragon, l'autre un faon. Ces scènes sont reliées par des branches de prunus ou de pins. Le décor s'enrichit d'éléments moulés et appliqués, de motifs floraux ou zoomorphes en relief accentué. L'iconographie taoïste, les animaux tels les dragons, les tigres, les cerfs, etc., ainsi que les branches de prunus étaient les plus représentées. Dans sa première monographie, Donnelly affirme que l'on ne trouve pas de personnages dans ce type de production. Cependant, quelques pièces conservées au musée Guimet suggèrent d'actualiser cette vision. Selon les motifs, la partie supérieure de la coupe désignait le ciel, tandis que la partie inférieure symbolise l'eau ou la terre. Il existe aussi d'autres combinaisons de motifs de bons augures, tels la garpe et le dragon, qui augurent une réussite au concours impériaux. L'origine de la forme de ces objets reste toutefois inconnue. Rappelons la coupe en corne de rhinocéros. On la dénomme coupe inspirée de la coupe en corne de rhinocéros ou coupe en forme de corne de rhinocéros. La sculpture en corne de rhinocéros est une tradition chinoise. Ainsi, un exemple rare fabriqué pendant la dynastie des Tang au Xe siècle se trouve dans le bâtiment du trésor de Trotaisi, littéralement grand temple de l'Est à Nara au Japon. Cependant, ce matériau étant fort précieux, la plus grande partie était d'emporter en Chine uniquement en vue de fabriquer des médicaments. L'ouvrage de Cao Zhao, intitulé Appréciation des objets antiques, rédigé en 1388, en témoignait. Les cornes de rhinocéros proviennent du sud, de l'ouest de la province de Yunnan. Elles peuvent être destinées aux médicaments. Pour réaliser des objets en corne de rhinocéros, une corne de belle forme et de belle qualité, ainsi qu'une technique de sculpture maîtrisée sont exigées. Selon la médecine traditionnelle chinoise, la corne de rhinocéros a pour fonction de rafraîchir et d'éliminer la toxicité. Cette représentation en porcelaine était donc pourvue d'un usage imaginaire. En réalité, les Chinois se mirent à fabriquer des coupes en corne de rhinocéros sous la dynastie Ming, principalement au XVIe et XVIIe siècle, tendance suscitée par Zheng He, qui en a rapporté un grand nombre de ces expéditions entre
1405 et 1433. Contrairement aux Européens de la même époque, les Chinois ne considéraient pas la porcelaine comme un objet de luxe. Les artisans d'alors fabriquaient des porcelaines imitant des objets précieux, tels des bronzes et des jades. Une possible raison pour laquelle la forme en corne de rhinocéros a été reprise par les artisans des fours de roi. Comme les coupes en véritable corne, la production de roi adopte deux types de formes, dites levée et couchée. La première est la plus courante. Parfois, sur les coupes de deux rois, on trouve des incisions faites avant ou et après cuisson, soit sur la paroi, soit sous la base. Par exemple, l'inscription maison de Wang évoque probablement que cette coupe a été commandée et utilisée spécifiquement par la famille Wang. On note aussi que la paroi de cette série de production tend à s'amincir. Enfin, sur certaines coupes de forme couchée, l'inscription d'un poème nous indique qu'elles étaient dédiées à un événement important, comme un mariage. Le charme de cette coupe n'a pas attiré seulement le regard des lettrés chinois, mais a touché également l'art de la table européen. Un moule au récipient va donner sa forme caractéristique et de nombreux motifs sont moulés eux aussi, prêts à être appliqués rapidement sur les parois pour satisfaire le goût des Européens. Cela nous renseigne sur la présence de cette production dans les échanges commerciaux à partir du XVIIe siècle. Ainsi, une pièce inspirée de la coupe en corne de rhinocéros figure dans un tableau réalisé en 1750 par le peintre français Jacques-André Joseph Havre. Posé sur la cheminée, elle illustre le bonheur de Madame Bourrion. Par la suite, le deuxième exemple que je souhaite partager est un instrument traditionnel chinois en blanc de Chine. On s'appelle la xiao, variante de la flûte. La xiao est un instrument traditionnel chinois. Elles sont généralement réalisées en bambou, mais on trouve aussi en jade ou en bronze. Les flûtes en porcelaine sont rares. Cette flûte en monochrome blanc de deux rois, qui reprend la forme de celle en bambou, est pourvue de 5 trous ici et d'un trou ici. Elle n'est pas uniquement destinée à décorer, on peut aussi en jouer. Le son produit par une flûte en blanc de Chine est comparable à celui d'une flûte en bambou. En raison de la mollesse de la pâte, il est extrêmement difficile et compliqué de réaliser une flûte de 56 cm. Le journal de mine du fonctionnaire Zhou Lianggong, datant du début de la dynastie Qing au XVIIe siècle, ont témoigné. La flûte de deux rois procède une couverte blanche translucide. Sa forme est élégante. La cuisson d'une telle flûte est si délicate qu'il faut parfois jusqu'à une centaine d'essais avant d'obtenir un bon résultat. La musique jouée par ce type de flûte est plus touchante que celle de la flûte en bambou. L'auteur apprécie la flûte de deux rois et pense qu'elle peut se comparer aux instruments légendaires humains et chrétiens. La qualité de cette flûte était digne de Li Mu était un talentueux joueur de flûte.
Euh, D'après le parcours professionnel Zhou Lianggong, arrivé dans la province du Fujian en 1647 et s'occupant des affaires de Quanzhou depuis 1653, ce type de flûte devait être déjà produit à la fin de la dynastie Ming et au début de la dynastie Qing. En réalité, jusqu'à présent, les artisans locaux continuent à essayer de produire les mêmes types de flûtes de temps en temps. Euh, Pardon. Vous, a- Vous avez un exemple de la flûte Xiao datant du XXe siècle qui est présentée dans le musée d'art Shuqinghe. Et voici une vidéo dans laquelle un musicien joue de la musique avec ce type de flûte. Je vais essayer. Euh, Attardons-nous maintenant à des statuettes de rois. Lorsqu'on apporte la sculpture de roi, il est difficile de contourner un maître actif sous la dynastie Ming. Euh, Cet ouvrage présente deux statuettes portant la marque He Chaozhong, une guanine debout sur des nuages de bon augure et une guanine donneuse d'enfants. La première, donnée en 2007 au musée de la céramique de Deroy, figure dans l'exposition permanente. La seconde est toujours conservée au musée d'art Shuqinghe. He Chaozhong est l'un des rares artisans de Deroy dont on trouve la trace dans l'histoire officielle. Dans la monographie de la préfecture de Quanzhou, la troisième volume portant sur les arts des Ming indique à son sujet He Chaozhong. Certains disaient qu'il était originaire de la ville de Deroy. Il maîtrisait le modelage des statuettes en porcelaine. Ces statuettes bouddhiques sont considérées comme un trésor transmis de génération en génération. Et d'après l'arbre généalogique de la famille He, cet artisan devait être actif entre 1522 et 1620. De nos jours, ces œuvres sont présentes dans des institutions de renommée mondiale comme le Musée national des arts asiatiques Guimet, le British Museum et le Museum of Fine Arts à Boston. Grâce à des archives du département de la Maison impériale, euh, on sait que les créations de He Chaozhong étaient déjà très appréciées par la cour impériale. Elles ont été produites à des fins rituelles et religieuses et jouaient un rôle important. Comme évoqué précédemment, trois guanyin divinités, déesses chinoises de deux rois ont été soigneusement placées dans le grand hôtel bouddhique à la cité interdite et sont devenues des idoles pour l'impératrice fameuse Xiaozhuang de la dynastie Qing, fidèle bouddhiste. La souplesse et la fermeté de la lignée des vêtements des statuettes de He Chaozhong sont désolantes. L'artisan accomplit ici une performance qui le rend égal au peintre. En effet, ceci cherchait à rendre en mouvant le vêtement volant comme s'il y avait du vent ou le vêtement donnant l'impression que le sujet vient de l'eau. Et je me permets de vous montrer une petite vidéo sur certains procédés de réalisation.
Mais en réalité, c'est principalement le traitement parfait du visage de la divinité que les artisans qui l'ont suivi n'ont pas pu atteindre. Comme évoqué précédemment, la pâte de roi est donc trop molle pour permettre de réaliser des pièces de grande taille. Les statuettes mesurent généralement une trentaine de centimètres de haut. Cependant, cette guanine atteint une hauteur de 50 centimètres, ce qui est singulier pour l'époque. Euh, elle, elle n'a pas été fabriquée dans un moule, mais à partir d'un morceau de bois autour duquel l'artisan a agrégé des couches successives de pâte. Une fois le modèle idéal obtenu, le morceau de bois est retiré avant la cuisson. Nous allons présenter deux autres statuettes issues de différents auteurs et époques pour essayer d'observer la tendance générale qui présente le même thème de création. Il existe aussi une statuette sur le même thème portant la marque carrée Shunjiang comme vous voyez ici, et la marque ronde Chunyu. Selon les études de Sun Jianbin et Sun Yue, cette statuette a dû être fabriquée par Sun Chunyu, qui a vécu entre 1627 et 1707. La forme et la lignée des vêtements reprennent celle de la statuette de He Chaozhong, mais les nuages sont plus abstraits et ne restituent pas le même relief. Une autre guanyin a été réalisée par Xu Youyi, un maître connu au long du XXe siècle. L'accumulation de nuages est spectaculaire. Les proportions du corps créent une silhouette plus longue. La lignée du vêtement est plus compacte. À cette époque-là, la couverte vert bleuté qui apparaît à la surface de la statuette est due à l'utilisation d'une pâte à haute teneur en fer cuite en réduction. Revenons-nous maintenant à une autre guanyin de He Chaozhong qui représente le thème guanyin donneuse d'enfants. La naissance du thème de guanyin donneuse d'enfants a souvent été considérée au XVIe et XVIIe siècle comme liée à l'influence des représentations de la Vierge à l'enfant. Cependant, ce thème existait déjà bien avant. Pour exemple, une statue en pierre fabriquée en 603 de notre ère, aujourd'hui conservée au musée de Longxian. Selon l'important ouvrage bouddhique intitulé Sutra du Lotus, très populaire en Chine, si des femmes veulent un garçon, en rendant hommage à Guanyin, elles en auront un intelligent. Si elles veulent une fille, elles en auront une admirable. À partir du XIVe siècle, le thème de Guanyin donneuse d'enfants est très prisé. La statuette présentée ici est assise en position de lotus et enlace un garçon qui tient une branche de lotus. Le lotus lien en chinois est homophone de lien qui peut signifier plusieurs ou successivement. Le geste de ce garçon symbolise le fait que la mère aura plusieurs enfants. Pour terminer cette présentation, nous allons découvrir ensemble deux pièces de bleu et blanc provenant des fours de Deroi. Le bleu et blanc de Deroi est né dans la seconde moitié de la dynastie Ming, comme l'atteste de stèles datant du XVIe siècle.
Ce type de production n'était pas courant à l'époque. Les artisans de Dewa étant plutôt spécialisés dans la porcelaine blanche, alors très appréciée sur le marché. Euh, Bien que les bleus et blancs fussent destinés à l'exportation, ils ne réclamaient pas une pâte de haute qualité. Les fours de Zhangzhou, situés à proximité des ports, produisaient énormément de bleus et blancs, dits CAC, et dominaient le marché. Les fours de Dewa pouvaient difficilement faire face à cette concurrence. Mais à la fin de la dynastie Ming, au milieu du XVIIe siècle, le déclin des fours de Jingdezhen a provoqué un déplacement des artisans vers le sud. Ceux-ci ont ainsi apporté probablement à Dewa leur savoir-faire dans la fabrication des bleus et blancs. Par la suite, une série de mesures politiques imposées aux activités maritimes au début de la dynastie Qing a accéléré le déclin des ports de Zhangzhou. À la même époque, selon les archives régionales, la production de porcelaine blanche à Dewa a souffert de la dégradation des matières premières et d'autres éléments, et sa qualité n'a plus atteint son niveau d'antan. Avec la réouverture des ports, les artisans locaux ont dû alors chercher une solution à ce problème. Les bleus et blancs, qui étaient très appréciés par le marché extérieur, ont ainsi attiré leur attention. C'est probablement dans un tel contexte que les bleus et blancs de Dewa se sont développés. Il existe au moins 177 fours dédiés à la fabrication de ce type de porcelaine. Récemment, la découverte de nombreuses épaves coulées au XIXe siècle, comme celle du Texin, a mis en évidence une forte présence de bleus et blancs de Dewa. Cela prouve son importance dans le développement économique local. Le poème intitulé Artisan des fours de Zheng Jianchai, fonctionnaire du district de Dewa, ont témoigné également. Une fois arrivés les navires venant d'autres pays, la valeur de la porcelaine augmentera. Revenons-nous au décor des bleus et blancs de Dewa. Les motifs floraux et végétaux sont les plus courants, en particulier ceux compilant lotus et pivoine, ainsi que le chrysanthème. Populaire pendant les dynasties Ming et Qing, le décor au Hanso, appelé aussi la vigne de longévité de Diminon, a été développé au travers du motif du chevrefeuille. La porture de la première assiette est décorée de 5 fleurs de pivoine entourées de branches enchevêtrées formant des doubles S. L'artisan a conservé un espace de réserve entre ce motif et celui du centre, occupé par une fleur de pivoine stylisée, allégorie de la richesse et du bonheur, pouvant évoquer l'aspect d'une vague. On peut retrouver cette composition dans la plupart des assiettes bleues et blancs de Dewa. La 12e assiette est décorée de fleurs de chrysanthème. Ce dernier, symbole de noblesse morale, indifférente à la gloire comme à la fortune, et en Chine l'un des 4 gentilshommes. Les autres sont le prunier, l'orchidée et le bambou.
Tao Yuanming, un poète renommé actif entre d'environ 365 et 427 de notre ère, se prend pour un chrysanthème dans l'un de ses poèmes. Généralement représenté de manière réaliste dans la porcelaine, les fleurs sont ici stylisées, presque abstraites, tandis que les branches du lotus sont rendues par une lignée sinueuse. L'envers est entouré de trois motifs xian et décoré de trois fleurs réparties de manière équilibrée. La pâte de la couverte de ces deux bleus et blancs sont fines. La marque Yuezi est inscrite au dos. Cette assiette a dû être cuite dans les fours Yuezi, dans le bourg de Samban à Dehua. Il faut toutefois souligner que ces motifs ne sont pas uniquement présents sur les bleus et blancs de Dehua. Nous les retrouvons dans la plupart des productions des fours du Fujian, du Guangdong et de Jingdezhen. Vous avez un exemple ici. Du coup, notre question est comment les distinguer? Selon les études d'archéologues chinois Xu Benzhang et Chen Jianzhong, le motif qui ressemble à un verre de terre en mouvement, comme vous voyez ici, est spécifique à Dehua. Il s'agit en réalité de la rétraction de la couverte sur la partie où les pigments se sont accumulés. Cependant, ce type de décor existe aussi dans certains fours régionaux comme ceux de Zhangzhou. Donc, pour identifier le bleu et blanc de Dehua, il faut avant tout se tourner vers l'essentiel, c'est-à-dire la pâte. Grâce à son excellente qualité, la porcelaine de Dehua est plus translucide et plus blanche que celle issue des autres fours. Par ailleurs, la pâte de Dehua est des plus molle, ce qui la rend facilement déformable à la cuisson. Ainsi, afin d'éviter l'affaissement de la pièce, les parois des pièces de Dehua sont plus épaisses et le pied est relativement haut. Une fois ces caractéristiques prises en compte, associées à la singularité de la couverte de Dehua, ces bleus et blancs sont facilement identifiables. À travers ces quelques exemples, les voulu vous montrer la diversité et de la richesse des œuvres de la collection Shu Qinghe et de la production de Dehua. Et peut-être vous donner envie d'en découvrir davantage. La réalisation de cet ouvrage a duré près de 3 ans. Il s'agit d'un travail collectif, fruit d'une collaboration entre plusieurs spécialistes devenus ensuite des amis. Sans l'aide et les conseils précieux de mon entourage, cet ouvrage n'aurait pas pu voir le jour. Donc, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour leur renouveler tous mes remerciements. L'ouvrage témoigne des raisons acquis de la recherche, mais aussi des limites de nos connaissances. Euh, Par exemple, la datation des blancs de Chine est l'une des plus grandes difficultés auxquelles nous restons confrontés. En réalité, les textes anciens chinois évoquant ce sujet sont rares. De plus, les artisans de Dehua utilisent encore de nos jours les mêmes motifs, alors en vogue sous la dynastie Ming. Euh, Hormis pour certains objets de forme typique ou pour les pièces datées, nous avons donc proposé une fourchette chronologique assez large. Certaines coquilles ont malheureusement échappé à notre regard attentif, mais nous
espérons pouvoir améliorer ces points dans un avenir proche, passant de l'imparfait à la perfection. Et je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Pardon. Ici, encore quelques exemples. Voilà. Je fais très rapidement. Voilà. C'est nous, Yang Song, qui te remercions. On Euh, t'entend pas, Catherine. ah, vous m'entendez là ou pas? Non. Alors, Ah oui, oui, c'est bon? oui, c'est bon. Pardon. C'est bon. Ah bah, super. Non, alors, Yang Song, bravo pour cette présentation absolument super. Tu nous as fait découvrir des pièces absolument admirables, alors, qui incluent poésie, religion, beauté, croyance, symbole. C'est absolument fascinant. Et surtout, cette production de blanc et bleu que finalement on connaît assez peu. Alors, la seule chose qu'on regrette, c'est de ne pas avoir pu observer leur translucidité, hein, Ouais. qui est absolument fabuleuse. Donc, j'invite tout le monde à poser des questions via le chat. Et en attendant, eh bien, je présente la prochaine visioconférence, donc du 16 janvier 2024, donc déjà l'année prochaine, où je recevrai donc Antoine Delbis. Hein, on ne le présente plus, mais il était chimiste en chef du laboratoire de la manufacture de Sèvres. Et c'était l'ancien président de la Société des Amis du Musée national de céramique. Et il nous présentera donc la manufacture de Sèvres, 1740-1790, les nouveaux éclairages.